La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. C'est Oncle Phil Basket, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour ce talk show. Total Africa NBA spécial playoff. Nous sommes le dimanche, donc c'est Total Africa NBA, une émission où on fait le point sur l'actualité africaine, mais aussi, on n'oublie pas le fil rouge de l'actualité de la NBA. Alors, vous le savez, pour ceux qui suivent, bien entendu, l'actualité a été bousculée ces derniers jours avec notamment cette décision de boycott des joueurs de la Ligue compte tenu des actualités sociales avec la mort du citoyen Jacob Blake, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais voilà, tout ça pour vous expliquer que le programme n'est pas un programme écrit à l'avance, c'est vraiment un programme qui tient compte des dernières actualités d'il y a de ces 3-4 derniers jours. Puisqu'on le sait, les playoffs ont repris samedi. Pour ceux qui n'ont pas suivi les quotidiennes du matin, puisqu'on a diffusé ce matin les quotidiennes des matchs de la nuit, la quotidienne qui reprenait l'intégralité des matchs de la nuit, on a fait le résumé des matchs de la nuit et on enchaîne donc avec ce talk show Total Africa NBA où on fait le point, bien entendu. On continue à faire le point sur les dernières actualités. On va parler de Pascal Siakam et les Raptors dans ce Total Africa NBA et bien entendu, on fera aussi le point sur les autres équipes de la Ligue. Donc, vous l'aurez compris, une émission qui ne sera pas véritablement spécifique à tous les joueurs africains ce soir, c'est une reprise qui tient compte de ce qui est très très chaud en ce moment avec cette dernière actualité avec le boycott et la reprise des playoffs. Alors, je commence d'abord par introduire les panélistes qui sont présents sur le parquet de la radio. Nous avons Missy qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Bonsoir à tous. Ravi à nouveau d'être parmi vous. Les choses sérieuses commencent à se préciser. Malgré tout ce qui s'est passé il y a peu, ça dénote à quel point cette situation n'est pas simple. Rien n'est simple aujourd'hui aux États-Unis, tout en permanence dans la confusion. Mais juste pour commencer cette émission, je voudrais la dédier à 3 personnes, comme d'ailleurs la NBA fait depuis hier. Oncle Cliffy, pour nous les anciens, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Oncle Cliffy, c'est un ancien Blazer, meilleur 6e homme en 93, All-Star. C'était voilà un peu comme les Detroit Boys. Il est même passé par Detroit, je crois. C'était quelqu'un qui a toujours joué difficile. Il a fait 18 saisons à la NBA. Il est parmi les joueurs qui ont joué le plus longtemps dans cette ligue. Il avait 53 ans. C'est un joueur qui se blessait jamais. C'était la grande équipe des Blazers, la fameuse équipe où il y avait Drazen Petrovic et tout. Quasiment, presque, il y a une partie des joueurs de cette équipe des Blazers qui est décédée. Voilà. Il y avait Drazen est mort, mais lui maintenant, Oncle Cliffy, c'est évidemment Clifford Robinson. C'est un surnom qu'on lui avait donné. L'autre dédicace, c'est pour Lutty Olson. Lutty Olson, c'est le coach d'Arizona State. Il avait été champion avec les Jason Terry et tout ça à l'époque. Et lui, il a envoyé plus d'une trentaine de joueurs en NBA. C'était également le coach de Steve Kerr à Team USA quand les Ricains sont champions en 86 et tout ça. Donc, les hommages ont énormément été nombreux parce que le milieu universitaire, c'est un milieu fort, qui a énormément de très bons coachs. La 3e dédicace, c'est à M. Chadwick Boseman. Chadwick était Black Panthers. Il a été terrassé à 43 ans par un cancer du côlon. Les hommages se multiplient depuis hier. Le message posté hier de sa mort par la famille est le message le plus retweeté sur Twitter. Hier, quand les Lakers se sont qualifiés, LeBron James a rendu hommage avec le symbole de Wakanda. C'est quelqu'un qui a déclaré le cancer il y a 4 ans de ça.
Donc, il a tourné Black Panthers avec le cancer et visité les hôpitaux d'enfants. Il n'a jamais fait publiquement état de sa maladie. Et sur Twitter, il était très amaigri, on le voyait, il prenait des commentaires qu'il était drogué. Il a fini par désactiver tous les commentaires sur ses réseaux sociaux. Finalement, on apprend qu'en fait, il n'y a aucune histoire de drogue. C'est un cancer qui l'a emporté. Donc, il faut se battre, croire en vous. Il nous a laissé un message d'espoir. C'est un vrai héros dans la vie, comme à l'écran. Il a joué notamment Jackie Robinson. Il a été Thurgood Marshall, premier avocat à la Cour suprême. Il a également été James Bond avant d'être le héros des adultes, des enfants. Un héros de cinéma noir avec cet énorme gros carton de Black Panther, RIP à ces 3 personnes qui ont permis à de nombreux gamins d'aller loin et d'espérer pour eux. Voilà. Donc, merci. Je pense que j'annonce tout à l'heure. Donc, je dis merci Missy. Merci Missy pour cette pensée. Effectivement, une pensée très importante avec ces 3 personnalités qui ont marqué l'actualité ces dernières heures. La NBA a aussi cette pensée. Hein. C'est les 3 personnes depuis que les matchs ont repris. On va accueillir le doc qui est avec nous sur le parquet. Bienvenue dans Total Africa, le doc. Comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que le week-end se termine bien. Sinon, ça va. On a un peu des courbatures aussi, préparation physique, mais ça le fait. Merci. Donc, on se plaint pas. Merci d'être avec nous, le doc, pour cette reprise. Hein. C'est véritablement le mot à utiliser avec cette reprise. Une année véritablement compliquée, une année bizarre, une année qu'on a vraiment envie de voir passer à toute vitesse avec plein d'événements qu'on va pas revenir sur l'année 2020 aujourd'hui. On le fera certainement. On le fera en décembre. Hein. On fera les comptes en fin décembre sur cette année bizarre en 2020, mais c'est vrai que cette semaine a été particulièrement étrange avec cette décision historique des joueurs de boycotter. C'était les Bucks de Milwaukee qui ont démarré. On fera le point là-dessus. Je vais vous demander votre avis. J'annonce le programme rapidement. On fait le point on donne notre avis sur les dernières heures avec notamment le boycott des joueurs. On va faire le point sur la surprise, selon moi. En tout cas, la surprise, c'est une surprise pour les uns, c'est pas une surprise pour les autres, puisque les Raptors ont perdu le Game 1 face aux Celtics de Boston. On va faire le débriefing de ce match avec les panélistes sur le parquet de la Radio Off. Et on parlera aussi, ça nous permettra de parler de Pascal Siakam pour la partie Total Africa et d'enchaîner avec les Clippers qui ont battu les Mavs les Mavericks de Dallas. On parlera des Lakers aussi qui ont éliminé les Blazers. Les Rockets aussi, qui eux ont donc battu le Thunder d'Oklahoma City, c'était samedi. On va parler d'eux aussi. Et puis voilà. Donc voilà un peu comment on va essayer de gérer cette émission. Et bien entendu, on n'oublie pas le fil rouge de l'actualité puisqu'on continue à suivre de près ce qui se passe du côté de la NBA. On a donc le doc depuis Angers qui est avec nous, Missy depuis Paris avec nous sur le parquet de la Radio Off. On va commencer donc les amis par voilà, on va donner notre. Vous savez, hein, les amis, vous savez que c'est pas ma tasse de café. Hein. Moi, tout ce qui concerne les actualités sociologiques, tout ça, j'aime pas en parler. Je vous le dis clairement, j'aime pas en parler. Mais je sais que, mais comme je vous l'avais dit plusieurs fois, comme je vous l'avais dit plusieurs fois, lorsque un événement a cela de particulier. Mission, on t'entend tousser dans le micro. Essaie de t'éloigner du micro lorsque ça te prend. Comme ça permet qu'on n'a pas les oreilles qui, parce que ça éclate dans nos oreilles quand tu tousses. Donc voilà, je voulais donc préciser que lorsqu'une actualité a cela de particulier qu'elle bouscule bien entendu cette actualité NBA, c'est normal qu'on en touche un mot. Même si personnellement je ne fais pas partie de ceux qui apprécient généralement parler de tout ce qui est hors basket, mais on va le faire, on va
donner notre avis, puisque ça concerne quand même aussi la NBA, puisque les Bucks ont commencé, c'est les Bucks qui ont commencé en demandant, en déclenchant ce boycott. C'était dans la nuit de jeudi, rappelez-moi, c'était jeudi ou mercredi, je me souviens plus. Je ne me souviens plus quand c'était. C'était jeudi. C'était mercredi. C'était mercredi, voilà. On va commencer par Missy. Missy, donc mercredi, les Bucks de Milwaukee qui s'apprêtaient donc à jouer face au Magic d'Orlando pour le Game 5 et les Bucks, suite bien entendu à l'actualité de Jacob Blake, citoyen américain qui s'est fait tirer 7 balles dans le dos. Alors, on a tous vu la vidéo sur les réseaux sociaux, on a tous été très choqués de ce qu'on a vu et puis les Bucks qui ont enchaîné avec la décision de ne pas jouer. Les Raptors ont suivi par la suite et ce qu'on sait aussi, c'est que les autres équipes n'avaient pas été averties de la décision des Bucks et les choses se sont enchaînées et puis d'autres personnalités dans d'autres sports ont aussi pris position, dans le tennis, dans le foot, etc., etc. Et puis Même pendant la 2-3 NHL par la suite. NHL, voilà. Donc pendant 2-3 jours, on ne savait pas trop où on allait aller. Donc ça devenait bizarre. En tout cas, on ne savait pas trop comment les choses allaient évoluer. Et puis la décision a été prise de reprendre le cours des playoffs samedi. Donc voilà. Donc et puis voilà. Je vous donne votre avis global sur sur cette semaine bizarre. Qui qui nous permet de voir aussi les résultats, puisque même au niveau des matchs, je ne sais pas si vous avez vu le match des Bucks face au Magic pour le Game 5, mais il y a eu une maladresse des deux côtés, c'était terrible. Hein. Les deux équipes ont shooté, je crois, en milieu de match, il n'y avait aucune équipe qui dépassait les 40% au tir. Donc ça vous permet de voir un petit peu l'état d'esprit. Il n'était pas totalement au basket. Je commence par Missy. Alors Missy, vas-y, tu donnes ton sentiment, un sentiment assez bizarre cette semaine aussi. Comment tu réagis? C'est que lorsque j'ai tenté de regarder ce match, déjà, ce qui paraît bizarre, c'est que Orlando était en salle tout seul. On ne voyait pas les Bucks. On a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Il n'y a pas les Bucks. Le match ne peut pas démarrer. Orlando n'était au courant de rien du tout. Le match ne peut pas démarrer. Et puis on cherche bien. La caméra s'attarde. Un vestiaire s'ouvre. C'est donc le vestiaire des Bucks. Et Brown, le joueur des Bucks, commence à dire un texte et tout ça. Et tout de suite suivi par ses coéquipiers qui disent nous, il n'y aura pas de match ce soir. Le boycott est né comme ça. Cette affaire du boycott, et puis partant de là, la nouvelle commence à se répandre. Et c'est là où ça atterrit dans les autres vestiaires qui doivent jouer, notamment les Lakers, les Clippers. LeBron James dit il y en a marre. Kawhi, il y en a marre. Nous, c'est à ce moment-là qu'ils parlent, non pas d'un boycott, d'un report simplement du match pour se laisser le temps de. Et Kawhi et LeBron parlent d'un boycott de toute la saison. Et alors là, la NBA est coincée. La NBA qui est coincée, comment fait-on? LeBron James est connu pour être l'un de ceux qui a dit on doit jouer. Tout le monde est un peu interloqué. Les joueurs sont extrêmement divisés. Alors on fait intervenir le syndicat des joueurs. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Il y a l'altercation, il paraîtrait, je mets bien les guillemets, c'est ce qu'on entend sur les réseaux. Il y a l'altercation entre Beverly et l'avocate du syndicat, où Beverly lui aurait dit c'est moi qui paye ton salaire. Bref, les joueurs sont à cran de tout ça, incapables de parler d'une seule voix, parce que ce qu'on doit bien dire, c'est que la bulle telle qu'on la voit aujourd'hui, les Raptors sont là, les premiers arrivés dans cette bulle, c'est les Raptors. Ça fait 2 mois pour certains d'entre eux qui sont là.
La vie dans la bulle, comme le disent certains joueurs, ça figer le temps. Certains parlent parfois des journées sans fin. Donc, tout ce clan-là fait que Chris Paul, tous ces gens-là commencent à bavarder. Et il est demandé au propriétaire d'en faire plus. Avec cette histoire, on touche là du doigt les limites de la protestation telle qu'elle est. Tu te souviens, Phil, quand on avait parlé de ça ici, on avait dit qu'il ne pourrait rien se protester parce qu'on ne peut pas marcher en se grattant la plante des pieds. Vous ne pouvez pas être la protestation rien qu'en portant des slogans. Nous-mêmes, on avait dit que c'était pas la peine que. Et puis, quand Kyrie avait dit ça, nous avions dit que Kyrie avait raison, mais il était très mal placé. Donc, dans les réseaux sociaux, tout le monde se rappelle que Kyrie avait raison et tout ça. L'affaire va se régler comment? Les proprios, puis la NBA sont bien le danger. Les millions qui ont été dépensés pour que la butte puisse avoir lieu. Donc, on appelle à la rescousse Michael Jordan. C'est Jordan qui va venir siffler la fin de la récréation. Pardon. Et il la siffle de manière brutale parce que lui, il aurait pu très bien dire, OK, vous voulez plus, non. Il leur rappelle quand même qu'ils ont des obligations et puis que la NBA, c'est un business, qu'ils le veuillent ou pas. Au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas perçus comme des pauvres joueurs, comme personnes qui ont réussi, mais comme des gens ayant des responsabilités. Ils ne peuvent pas donner le bâton pour se faire battre et que être perçus par les détracteurs comme ceux qui sont entrés dans la bulle et puis ils ont dit non. L'autre personne qui est favorable, qui permet la reprise, c'est Barack Obama. Barack Obama est téléphoné par certains joueurs. Lui-même, il a porté ça. Alors, je te coupe pas, puisque c'est vrai que tu es en train de refaire, de refaire le film, sans refaire le film, je pense que les auditeurs, ils ont un peu suivi. Oui, je sais pas si cette semaine. Je voulais surtout avoir ton ressenti personnel par rapport à. Oui, mais La question que je voulais te poser, je voulais te poser la question suivante. La question suivante que je voulais te poser, c'était. Je voulais te poser la question suivante, est-ce que tu penses que les joueurs ont bien fait de reprendre la saison, de reprendre les playoffs, ou est-ce que tu penses qu'ils auraient dû tout simplement décider de prendre la décision d'annuler complètement toute la saison? Est-ce que c'est une bonne chose pour toi qu'ils aient pris la décision de continuer? Ils n'avaient pas le choix, ils devaient continuer. La décision, c'est en amont. Kyrie a parlé de ça, n'allez pas dans la bulle. Du moment qu'ils ont décidé qu'ils allaient dans la bulle, ils vont au bout. Parce que il y a une question, c'est les niveaux de revenus de certains joueurs sont variables. Il y a des journeyman et tout. Et puis, c'est avec cette action plus ou moins qu'ils font des actions. Et puis, même s'il n'y a plus de spectateurs, vous avez les diffuseurs. Quelqu'un a dépensé de l'argent, il vous paye, il vous rémunère. Le contrat de la NBA, c'est le plus gros contrat sportif au monde, jamais donné par les télévisions. C'est 9 milliards sur 9 ans et tout ça. Vous devez assurer la pérennité. Tu veux dire qu'ils n'avaient pas trop le choix, quoi. Il fallait de toutes les façons. Non, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Dès lors que vous avez dit que vous allez au bout de quelque chose, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de. Et personnellement, tu aurais souhaité je vais sur le plan personnel. Toi, tu étais pour qu'il continue. J'étais pour qu'ils continuent parce qu'ils ont pris l'engagement. Je ne souhaite pas qu'ils abandonnent. L'idée, c'est que quand ils s'abandonnent, ça nuit à leur image. Aujourd'hui, le gamin noir, il a quatre fois plus de mal à être bien, à être aussi bien que les autres. Quand ils sortiront de cette bulle, ils auront une fenêtre de tir certes limitée. C'est là où il faut qu'on les voit maintenant. Pour Naomi Osaka, c'est différent. C'est un sport individuel. Mais en même temps, ils ont touché du doigt les limites de quelque chose. Cette histoire-là, des violences policières et du racisme systémique. Je dis brièvement,
Vas-y, Euh, alors, on va faire réagir le doc. Tu peux aller bon, vers la conclusion parce que rapidement, le doc va réagir. Mhm. brièvement, depuis le début qu'il y a cette histoire, il y a eu toujours plusieurs opinions différentes. Il y a eu Martin Luther King, il y a eu Malcolm X, il y a eu les Black Panthers. Jamais personne n'a parlé d'une même voix. Ces gens-là, à chaque fois qu'ils ont fait les actions, il y a eu trois actions différenciées qui n'ont pas apporté des résultats, mais ces actions ont eu le mérite d'exister. Dans une crise, vous ne luttez que de manière active. Vous ne pouvez pas lutter uniquement avec les slogans. Donc, il va falloir qu'ils aillent sur le terrain. Il faut effectivement qu'ils mettent la pression sur la NBA, sur les propriétaires pour que puisse soit fait. Il faut maintenant qu'ils demandent aux élites américaines, cette situation doit céder. Saisissez-vous de la question, il y en a marre que ce soit les sportifs qui soient dans ça et toujours en première ligne et qui prennent les coups. Eux, ils sont On en va, train de prendre les coups, c'est ça, voilà. on va faire réagir le doc. Le doc NP, comment est-ce que toi tu as ressenti ton ressenti par rapport à cette semaine avec cet arrêt brutal, hein. Faut le dire, c'est comme un arrêt brutal. Personne n'était préparé à, personne n'était préparé à ça. Cet arrêt brutal, puis la reprise samedi, on était tous un petit peu sur je sais pas utiliser le mot là, il n'est pas encore minuit. Mais le doc, comment est-ce que tu réagis à chaud, le doc, là-dessus? Le doc. Oui, Phil, moi, je suis pas trop d'accord avec pas mal de gens, dont avec une partie de l'opinion de Missy que je respecte, hein. Mais j'ai une Oui, opinion particulière, moi, sur cette mais situation. Moi, je me place vraiment du côté sportif de la chose parce que ce sont des sportifs. S'ils sont là, pour moi, c'est parce qu'ils sont sportifs, pas oui, parce que ils sont là, ils nous, ils sont connus grâce à ce sport. Et non, le sport est connu grâce à eux. Il n'y a pas un là. Michael Jordan peut dire que le sport est connu grâce à lui. Mais tous qui sont là sont connus grâce à ce sport. Et maintenant, je me dis déjà que ce qu'ils ont fait l'autre jour, c'est bien. C'est c'est bien bien. parce que Moi-même, je le dis, bien, c'est bien. je vais essayer d'aller au bout de mon raisonnement. Oui, Vas-y, vas-y. C'est bien dans le sens où à la genèse de la chose, moi je disais que Kyrie Irving avait tort qu'il n'y aille pas. Parce que je peux te dire que s'il n'y allait pas dans cette bulle 1, certains me parlent d'enjeux financiers. Les, les stades sont vides, les proprios sont en perte. Là, ouais. tout ce qui sauve là actuellement, moi je suis en contradiction avec des gens, c'est pas l'argent des proprios, hein. Là, les stades sont vides, hein. Ils gagnent de l'argent avec les stades remplis en playoff aussi. Parce que ce sont des Oui, stades de 20-25 000 personnes. Maintenant, il y a les droits télé qu'on peut sauver. Mais à l'heure actuelle, je veux dire, le confinement est fini. Les gens regardent quand ils peuvent, ceux qui ont le temps. Ils sauvent le basket, ils sauvent la continuité de la vie. Le truc où ils ont mis des millions dans cette bulle, pour moi, c'est de sauver la NBA et les proprios aussi sauvent le basket. Et je pense que jamais, j'ai regardé à travers le monde, hein, il n'y a aucune ligue qui fait ce que la NBA fait là pour cette bataille personne. des égalités. Aucune. Puis moi, je regarde les matchs, il y a même plus de pub sur le League Pass, il n'y a plus de pub, hein, il n'y a que la sensibilisation. Du matin au soir. Je n'ai jamais vu dans un sport, pour l'instant d'ailleurs, où les maillots, on permet de faire passer des messages sur des maillots. Je regarde, j'ai essayé de regarder à gauche-droite. Je n'ai pas une ligue aussi. Et pourtant, aux États-Unis, il y en a des ligues. Et le basket est la troisième, derrière le baseball et le foot américain. Donc, j'ai jamais vu une ligue faire ça. Voilà pourquoi pour moi cette bulle servait déjà. Pourquoi? Parce que, je le dis, ça fait mal, mais c'est la réalité. Ces mecs-là ne seraient pas allés dans cette bulle, ça n'aurait pas empêché un flic au fin fond du Wisconsin ou bien de l'Arizona, ou je sais pas, de paniquer et de tirer sur un noir qui ne veut pas obtempérer. Je peux vous le dire, c'est pas eux qui auraient joué les flics. Ils auraient sensibilisé, ils auraient été sur le terrain. De toute façon, le confinement est fini. C'est pendant le confinement que ça a permis à tout le monde de se montrer, hein. Parce que je peux vous dire,
il n'y aurait pas eu le confinement, même la sœur Floyd là n'aurait pas eu autant d'éclat. Les gens avaient du temps. C'est le temps que les gens avaient pour aller marcher. C'est le confinement qui crée ce temps-là pour dire on n'a rien à faire, on a tout le temps pour aller marcher. Parce que sous Obama, il y a eu autant de morts aussi comme ça par la police. Oui, mais c'est vrai. Il n'y avait pas de confinement. Tout ça, c'est le confinement. Donc moi, je dis un truc, ces mecs-là, ils sont allés marcher sur le terrain. C'est pas comme s'ils ne l'ont pas fait. Non, Maintenant, ils ont fait beaucoup de choses. moi, je dis place à leur sport pour passer des messages. Parce que moi, j'ai essayé de regarder un petit peu en moyenne ce que les bons salaires mettent pour aider leur communauté, les communautés minoritaires. Parce que c'est pour ça que je me parle du côté sportif. Ce qu'à travers leur sport, ces mecs-là font. Je parle même pas de LeBron James qui a des millions, je ne sais pas combien. Mais un sportif qui paye des écoles à des centaines de gamins noirs, hein, c'est un peu ce que je pas comme si c'est des gamins de leur quartier ou bien de leur hood où ils ont grandi. Avec leur sport, ils payent des écoles. Ils ont des associations qui collectent de l'argent. Ils aident des commerces. Et c'est toujours orienté vers leur communauté. Ils aident des familles entières. Il y en a qui, en jouant là, on les voit courir là, mais ils ont au moins 100 familles qui dépendent d'eux. On a vu, malheureusement, paix à son âme, Chad Boswick qui est décédé. Tout le monde, on le savait déjà depuis 2 ans, quand Denzel Washington, quand il avait révélé ce que Denzel Washington a fait, avec son argent de son art, pour lui payer ses études à Oxford. Ce n'est pas parce qu'il a marché ou il a dit que j'arrête pour que les mecs de ma communauté réussissent. Il a continué à jouer dans les films malgré que c'était difficile pour les hommes noirs et il a utilisé son argent pour payer des cours à des gamins, dont Chad Boswick qui est décédé. Donc moi, ces basketteurs-là, dans la bulle, le fait de jouer et de passer un message et de collecter l'argent pour aider leur communauté, moi, je pense que c'est ça le rôle du sportif. Parce que maintenant, un arrêt comme ils ont fait celui-là, c'est un arrêt pour rappeler, la semaine dernière, pour rappeler au monde entier que, écoutez, nous aussi, on peut vous bloquer, on peut arrêter l'entertainment, parce que vous nous regardez, vous êtes contents, à tout moment, moi, je leur demandais juste d'avoir un plan. Parce qu'avec un plan et un communiqué, et de dire, écoutez, on arrête là pendant 5 jours, on bloque, un peu comme les grèves, tout le monde a le droit à la grève, la communauté sociale, tout le monde, quand tu es salarié, tu as droit à la grève. Donc, la grève, on sait que ça bloque beaucoup. C'est-à-dire que ça bloque financièrement des choses, ça rend même les gens stressés, parce que même sans basket, sans sport à la télé, parce que tu prends le basket, le baseball, le foot américain, ça bloque beaucoup de choses. Donc, qu'ils montrent au monde entier que, écoutez, on veut bien faire notre sport, mais on a ce pouvoir de bloquer si on ne nous écoute pas. Voilà nos revendications. Donc, maintenant, on bloque et on va repasser au jeu. Voilà pourquoi je dis que dans cette bulle, c'est plus visible. Ce coup qu'ils ont fait est plus visible qu'un coup de rester hors de la bulle et de marcher tous les jours. Ça, ce qu'ils ont fait, c'est un message plus puissant que s'ils n'étaient pas rentrés là-bas. Voilà pourquoi je dis, moi, c'est mon opinion, je suis d'accord avec eux. Je suis content qu'ils aient compris à travers Michael Jordan qui a fait l'intermédiaire. Et eux aussi, c'est pas que Michael Jordan, il y avait beaucoup de raisons qui étaient que rêve et reprise du jeu. On t'entend loin de ton micro. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro? Ton micro, on dirait que... Allô? Tu es là, le doc? Allô? Oui, on t'entend bien. Vas-y. Là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Très, très bien. Là, c'est très, très bien. Vas-y. Ouais, excusez-moi. Tu parlais de Michael Jordan à un moment donné. Oui, donc c'est juste que je suis content qu'ils aient décidé de revenir au jeu après une grève qui a marqué les gens parce qu'ils se sont fait suivre par les footballeurs américains. Naomi Osaka qui a suivi. Ils se sont fait suivre par les tennisman, par le baseball, c'était le plus important. Les gens ne se rendent même pas compte que c'était le baseball peut-être le plus important. Parce que aux États-Unis, le sport
qui est pas le plus mixte, mais plus orienté vers la communauté non noire. Le moins, c'est le baseball et le hockey. Quand le baseball et le hockey arrêtent aussi, c'est un message fort. C'est encore plus fort que la NBA, parce que la NBA, c'est un peu normal. La majeure partie des joueurs sont afro. Alors que le baseball, c'est beaucoup plus de blancs qui sont orientés vers ce sport. Les hispaniques. Et le hockey sur glace aussi, quand ils suivent le chemin de la NBA, là, c'est un coup d'éclat. Là, c'est un coup marquant. J'espère juste que derrière, les responsables de ces associations se sont appelés et vont mettre en place un plan commun de réaction chaque fois les droits seront bafoués. Il faut qu'ils fassent de réaction commun. C'est-à-dire pas juste, mais que c'est un syndicat commun des sportifs comme ça. Vous dites, écoutez, vous n'êtes pas à l'abri que dans 2-3 mois, si on n'est pas écouté, on peut encore nos sports. Et on va à la grève. Ça, moi, je trouve que c'est important. Il faudrait qu'il y ait une suite, quoi. Voilà, pourquoi on ne pense pas que ils ont juste fait un petit pour disparaître. Parce que quand ils font un truc sur place comme ça, un comité qui tombe pas au Parlement, à la chambre là-bas, des députés, et tout, c'est que voilà ce que nous on pense et voilà le point que nous on veut à travers différents sports. Mais le plus important pour ces mecs, moi, je vous dis, qu'ils continuent à jouer, qu'ils collectent de l'argent et qu'ils payent, leurs associations, ils en font plein. Les mecs là ne prennent pas leur argent laissé à la banque. Il y en a qui nourrissent des familles qui envoient à l'école des enfants, qui construisent des écoles. Moi, je pense que déjà ça est énorme ce qu'ils font. Énorme ce qu'ils font. Les sportifs font ça. Je peux vous le dire, les sportifs dans d'autres sports, ils prennent leur argent et c'est tout. Ils s'achètent de belles maisons et de belles voitures. En tout cas, ça permet d'avoir. Juste une chose. Hein. Après, on va enchaîner. Il faut qu'on parle des matchs qui ont démarré. Là, c'était pas chez moi. C'est grésille. Ça grésille un petit peu. Vas-y, Missy. Vas-y, parle. Vas-y. Non, ça grésille un petit peu. Mais juste une chose. Hein. Je t'entends bien. Vas-y. Juste une chose. C'est juste pour dire que. Les gens qui rapportent le fait que ces sportifs-là, c'est parce qu'on leur paie de l'argent, non. Enlevez ça de votre bouche. C'est parce qu'ils travaillent dur, ils font des sacrifices, ils s'entraînent durement, ils font plein d'actions. Les sportifs aux États-Unis, avec toute cette crise, ont les gens qui ont le plus contribué, même le Kyrie Irving qui n'est pas dans la bulle. Ils ont donné de l'argent pour permettre aux gens d'avoir des colis, repas, tout ça. Donc, on doit saluer ces sportifs. Par rapport à ce que disait Simon, je suis sur la même longueur que mais moi, ce que j'évoque le côté, je disais ça parce que c'est la perception que les gens peuvent avoir d'eux. Donc, ils sont là, il ne faut pas qu'ils donnent raison à ces gens-là, mais ils sont parfaits, ils sont tout à fait dans leur droit. Voilà. Voilà. Allez, les amis, on va enchaîner avec l'actualité basket cette fois. On va parler de basket avec les trophées. Avec l'élimination donc des Blazers de Portland, du Magic de Orlando. On va commencer par les Bucks et le Magic. Je crois que ça va aller vite. Le Bucks face au Magic avec ce Game 5. Je pense que c'était enfin l'occasion pour le Magic de souffler. Je crois que le Magic avait besoin de cette défaite. Oui. Je vais être ça en parenthèse parce que le Magic est l'une des équipes qui a terriblement souffert dans cette bulle d'Orlando avec la perte d'Aaron Gordon, la perte de Jonathan Isaac, la méforme de leurs joueurs clés. Je pense notamment à Evan Fournier qui a passé une fin de saison. Il a passé une très très mauvaise saison de playoff. Evan
Evan Fournier dans cette division d'eau. C'est véritablement pour le Magic un ouf de soulagement, je pense véritablement pour eux. Et les Bucks qui vont pouvoir se tourner vers le hit de Miami, le hit de Miami qui a aussi terminé sa série face aux Pacers d'Indiana. Une série des Bucks face aux Miami qui va être assez engagée. Missy, comment est-ce que tu réagis par rapport à cette élimination du Magic déjà d'une part et pour la suite l'élimination du Magic tu vois, c'était logique aussi. C'était un peu logique et c'était surtout un Evan Fournier et qui n'était pas très bien depuis le retour de la bulle. Il a eu quelques soucis, quelques pépins physiques, donc il ne s'est pas tout le temps entraîné. Et puis, quand vous n'avez pas Evan Fournier à 100%, ça ne peut pas le faire. Et puis, ils ont vécu sur un Yanis extrêmement dominant qui était extrêmement bon. Ce qu'il faut surveiller, c'est quelqu'un qui s'appelle Chris Middleton. On l'a vu bien dans quelques matchs, dans d'autres un peu moins bon. Il va falloir qu'il soit un véritable lieutenant. Face à Miami, il ne va pas pouvoir se permettre d'être un intermittent du spectacle. Donc, il va être regardé. Les choses reposent énormément sur le fait que Yanis est bon et sur le fait que Chris Middleton soit un véritable lieutenant. Parce que face à Miami, défensivement, Miami va être là. Voilà. On va poser la question. Cette série qui s'annonce, le Bucks qui vont donc affronter lui de Miami pour le deuxième tour, une série qui va être bien musclée. Ça va être bien musclé. Jimmy pieds, oui. Comment tu commentes un petit peu deuxième tour. Allô, Doc, tu es là? Est-ce que Doc est avec nous? Oui, je suis là. En fait, comme ça grésillait énormément, je n'ai pas trop entendu la question. On parle du je n'entends plus du tout, hein, ça grésille énormément. Mal. Là, vous m'entendez pas du tout, c'est ça? Vous m'entendez pas? Là, on t'entend, là. Mais tout à l'heure, vraiment, on t'entendait un peu moins. Comme si c'est un retour, comme s'il y a un retour juste à côté de toi. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, donc voilà, on enchaîne donc les amis avec la suite de ce talk show. Petite pause, le temps de faire quelques réglages. Donc je pose la question au Doc NP, je demandais au Doc de donner son avis sur l'actualité des Bucks, les Bucks qui ont donc logiquement éliminé le Magic. Je disais pour le Magic que c'est un ouf de soulagement, enfin. Magic qui va pouvoir rentrer à la maison. Enfin, ils sont déjà à la maison, mais les joueurs qui vont pouvoir rentrer, se reposer. Et on attend la suite face au Heat de Miami. Voilà, je te demandais de réagir un petit peu à chaud là-dessus. Sur les Bucks, le Magic s'est très bien battu, franchement. Ils sont très bien battus. On a dû encore avoir un Giannis qui a dû débloquer des matchs. Oui. À coup de perf, il a dû forcer sur son talent, parce que ça n'a jamais été simple. Ça s'est toujours plié dans les 5 dernières minutes où le Magic a lâché physiquement ou dans le dernier quart-temps. Mais une grosse performance de Vucevic qui a porté vraiment cette équipe. On parlait de Joel Embiid et les Sixers autrefois. Et Vucevic, c'est pire. Ce qui lui arrive, c'est pire que Embiid. Bon, Embiid, c'est notre compatriote. C'est pour ça qu'on en met l'accent un petit peu dessus. Mais Vucevic, ce qu'il a vécu face à cette équipe des Bucks, c'est pire que ce que Joel Embiid. Parce que lui alors, ses coéquipiers, non seulement Evan Fournier, qui pouvait être son lieutenant, était diminué et très absent.
Mais en plus, Aaron Gordon, l'autre lieutenant, était blessé. Le reste de l'équipe, c'était dur. Hein. Terence Ross a essayé de faire des petites apparitions. Markel Fultz était totalement c'était ses Hors de premiers forme. playoffs, je pense. Mais il était Hors hors de de forme. forme. C'était une Hmm. catastrophe totale pour Markel Fultz. Oui, Donc, Vucevic a vraiment porté. Il a même pris un match, tu vois. Ils ont même réussi à prendre un match. oui, Pour te dire, donc, c'est d'où la performance. Hein. Donc, c'était assez éprouvant chaque 48 heures, même s'il n'y a pas de voyage, mais c'est un rythme qu'on leur a imposé et ils sont plutôt. Ils Je sont allés m'attendais à jusqu'au 4-0. Je m'attendais à 4-0, ils ont fait 4-1, donc chapeau à Orlando. Est-ce que ça va nous flouer sur les réelles capacités des Bucks? Est-ce qu'ils vont se ressaisir parce qu'en face, maintenant, il y a une muraille terrible qui arrive? Ou est-ce que c'est les Pacers qui étaient trop faibles et on pense que Miami est trop fort? Je pense après les Pacers, ils avaient beaucoup d'absents, mais la confrontation qui arrive nous promet un défi physique comme jamais parce que on oublie que Miami, eux, ils ont recruté des guerriers physiques en défenseur. Quand tu as Crowder et Iguodala en plus, je peux te dire que ça change tout. Hein. Ça change totalement tout au niveau défensif, physique, surtout que tu commences les playoffs avec Olynyk en santé, avec Bam en santé. Dans la raquette, il y a quand même des gros bras. Donc, il y a un très beau défi. Je pense que Middleton, qui a de la peine, il s'est réveillé lors des 2 derniers matchs. Il a de la peine depuis le début. Il va souffrir doublement parce que il aura l'un des meilleurs défenseurs de la ligue sur le dos. Et ils savent bien que pour stopper les Bucks, déjà si tu annihiles Middleton à moins de 20 points tout le temps, tu as fait la moitié du chemin parce que Giannis ne va pas se coltiner 35 points, 20 rebonds à tous les matchs. Hein. à tous les matchs. Ouais. Donc, Ouais. surtout que pour l'instant, le reste de l'équipe, c'est assez moyen. C'est des petites réactions. Donc, ça va être très, très physique. Hein. Je pense que ce sera la confrontation la plus physique de cette, en tout cas jusqu'à présent, de ces playoffs. Ces deux équipes où, là, si physiquement, tu n'es pas prêt, faut ne pas y aller. Hein. Ça, c'est sûr. Enchaînons, les amis, avec la rencontre suivante. La série la plus, en tout cas, l'une des séries les plus disputées de cette conférence Ouest, si ce n'est la plus disputée pour le moment. Le Thunder face aux Rockets. Donc, là, excuse-moi, les Rockets de Houston. J'ai failli dire les Rockets d'Oklahoma City. Je sais pas où est mon cerveau là ce soir. Les Rockets de Houston face au Thunder d'Oklahoma City. On rappelle que les Rockets ont donc gagné le match 5 cette nuit, enfin la nuit de samedi, 114-80. Et voilà, j'ai l'impression, hein, à chaud, je vous dis ça à chaud comme ça, j'ai véritablement l'impression que la pause brutale a affecté tout le monde. Et j'ai le sentiment que oui. j'ai le sentiment que le Thunder d'Oklahoma City va y laisser des plumes pour le Game 6. Je pense que avant cela, j'étais très très chaud pour aller pour les 7 matchs, mais je crois que pour cette fois-là, je pense véritablement que le Thunder va laisser quelques plumes sur le plan physique. Je crois qu'ils vont le payer cher et je pense que ça va se terminer avec une victoire des Rockets pour le prochain match. Missy, comment est-ce que tu vois la série? Est-ce que tu les vois toujours aller au bout de 7 matchs? Moi, je vois OKC lâcher quand même pour le 4e match, hein, pour la 4e victoire des Rockets. Non, Comment est-ce que non, tu commences cette série? ils vont pas le lâcher, ça. Le problème Vas-y. qu'ils ont manqué dans ce match qu'ils ont perdu, c'est quand vous venez jouer une équipe comme les Rockets, il faut amener votre stratégie. Et ils ont raté énormément de tirs. Il y avait beaucoup de tension aussi dans le match avec Dennis Schroeder qui s'est expulsé, PJ Tucker, tout ça. Quand Schroeder il en sorti de bon. Mais Schroeder c'est le meilleur marqueur en plus, hein, Dennis Schroeder. Oui, mais Schroeder est la première option du Thunder. On ne va pas se mentir. Quand votre première option sort du banc, il y a problématique. Quand vous répartissez vos tickets shoot, vous ne pouvez pas donner 7 tirs comme ça dans le début du match à Lugensdorf.
Lugensdorf est là pour venir de manière défensivement. Il a d'ailleurs été très bon. Si le Thunder perd le premier match, c'est parce que quand il y a le premier match, il n'est pas là. Il a fait un boulot incroyable, ce gamin, Lugensdorf. Mhm. Pour limiter Mhm. James Harden, il est vraiment très bon défensivement sur James Harden. Comme on dit dans cette ligue, vous devez être soit un très bon défenseur, soit un très bon attaquant. Mhm. Maintenant, leur problème là où ils ont, c'est que ils se sont fourvoyés dans ce début de match où ils ont pris les tirs qui ne tombaient pas dedans. C'est même pas tant la défense de Rockets qui a opéré. Russell Westbrook revenait de blessure. On a bien vu qu'il était à court de forme. Ouais, Maintenant, 7 points seulement sur ce match. c'est comme on dit, les équipes qui sont le mieux aujourd'hui, et dans les playoffs, on l'a toujours dit, quand vient les playoffs, vous devez être discipliné. La discipline. Quand vous sortez d'un match comme ça, vous êtes exclu ou autre. Dans d'autres matchs, on le voit. Il y a de fortes chances que ça pénalise votre équipe. Si c'est pas une grande équipe en face, vous devez être constamment dans les efforts. Vous ne pouvez pas vous dire que j'ai gagné le premier tour bien. Vous voyez venir un adversaire, ça va aller. C'est parce que, en fait, quand vous avez de très bons joueurs comme Kevin Durant, qui pleuve, qui vente, qui neige, vous savez qu'il va être très bon, il va faire son quota. Maintenant, dans des équipes qui sont là, le Thunder un peu la surprise hein, de cette saison régulière, le départ de Westbrook, on se posait beaucoup de questions. Cette équipe, elle est au demeurant bon. Ouais. Maintenant, il faut qu'ils fassent les actions justes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la marge. Ils n'ont pas la marge. Ils ont affaire à une équipe de Houston qui vit et meurt du tir. Donc, vous ne devez pas être. Pourquoi ils ont gagné 2 matchs? Parce que les 2 matchs qu'ils ont gagnés, ils n'ont jamais laissé les Rockets être confortables. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un prendre les tirs sur un fauteuil et sur votre tête. Ils doivent embêter cette équipe-là. Ils ont moyen de faire. Cette équipe-là, il faut la limiter. Vous ne Tu le battez vois, pas tu le vois, les tu le vois chiens. arracher un troisième victoire pour égaliser la Oui, série. c'est Tu le possible. vois, Ils peuvent c'est possible. égaliser. Hum. C'est possible parce que D'accord. les Rockets, pour moi, ne sont pas certains. Ils ne sont pas certains dans le cas où je revois pas le gros Gordon qu'on a vu en playoff. Il leur faut un gros Gordon. Gordon n'y est pas encore. Hum. Il y a possibilité. Faisons. Maintenant, les Mhm. Rockets peuvent aussi l'emporter. Hein. Bien C'est sûr. vraiment à Moi, je te dis, moi, je vois bien les, je vois bien les Rockets avec sa quatrième victoire, même si, pourquoi pas, comme tu l'as dit, le Thunder a ensuite la possibilité encore d'arracher une troisième victoire. Et donc, NP, comment tu résumes cette série? Comment est-ce que tu donnes ton avis là-dessus, à chaud? Tu vois les. Ouais, c'est assez difficile à analyser cette série. Ouais, Si, je l'ai Ça dit, peut c'est être la série la on est plus perdu. oui, difficile à parce que analyser quand même, hein. oui, surtout à prévoir. Même si je reste sur mon avis, hein. Je pense véritablement que le Thunder, ils vont lâcher, même si Oui, non, je pense, Messi est convaincu du contraire. Moi, je pense que non. Vas-y. moi, je suis Vas-y. persuadé depuis le début que Houston passe. Maintenant, comment? Pourtant, il n'était pas favori par les bookmakers hein, au début, surtout quand Westbrook a été annoncé out pour 1 ou 2 matchs. Mais Mhm. dire, je vois Houston, surtout après le premier match, je voulais voir comment ils allaient aborder cette série sans Westbrook. Après le premier match, je suis persuadé. Déjà, bon, vous connaissez mon opinion sur les Rockets depuis le début de saison, même si Capella est. Oui, Moi, pour moi, c'était vraiment entre les Clippers et les Lakers qui sont les favoris pour la finale de conf. Pour moi, c'est celui qui tombe sur les Rockets qui est le plus mal, quoi. Celui qui mhm, va tomber sur les Rockets va avoir des soucis. Et on a vu que les deux équipes, bon, les Blazers ont eu beaucoup de blessés dans la série. Donc, oui, les Lakers s'en sont sortis, mais ils ont laissé un match. Les mhm. Clippers, les Clippers, eux, ils ont eu des absents principaux en défensif, mais ils ont eu la chance qu'en face aussi, il y a eu un blessé
particulier et que même la star était aussi diminuée. Donc ça passe. Oui. Mais je pense qu'eux, ils affrontaient deux fortes équipes. Je pense même que les équipes qu'ils affrontaient sont peut-être plus fortes que Utah ou bien Denver. Donc je pense qu'ils sont passés. Mais une qui va affronter Houston, pour revenir donc sur Houston, leur seule chance des Lakers pour que ça se passe correctement sans embûche, c'est que Westbrook reste blessé. Oui. Parce que si Russell Westbrook revient, moi-même dans cette série-ci, je pense que OKC se bat encore là parce que Russell Westbrook était blessé. Après, ça fait des playoffs. Ça, c'est vraiment un truc. Moi, je le disais au début des playoffs. Ça, chaque année, je prie pour qu'il n'y ait pas de blessés majeurs parce que ça nous gâte les séries et ça gâte toutes les prévisions. Ça gâte vraiment toutes les prévisions. Dallas peut en pleurer là. Portland peut en pleurer là. Utah souffre encore un petit peu, mais Denver peut aussi en pleurer avec Gary Harris et Will Barton qui font toute la différence. Mais Utah peut te dire Bogdanovic, ils se battent sans lui, ils font avec. Mais c'est des trucs majeurs qui changent beaucoup de choses. Je ne parle même pas des Sixers de l'autre côté. Mais Houston, c'est particulier, Phil. Pourquoi? Parce que Houston est en small ball, 1. Et Houston a 2 armes. Non, pas plus. Ils ont 2 armes principales. Ils ont 2 des 3 derniers MVP de cette ligue. Mais quelles armes ils ont? Ils se reposent sur ça. Je ne sais pas si vous avez vu les matchs avant le confinement. Ces mecs-là, à eux deux, représentaient, si tu rajoutes les rebonds, les passes, les points, ils représentaient plus de 80 points de leur équipe. Parce que il ne faut pas juste voir que les mecs mettaient 30 points chacun, ou un mettait 35 mecs. Mais ils avaient un 7 rebonds, l'autre 10 rebonds, un 7 passes, l'autre 12 passes. C'était de la folie. Donc, ça peut être le problème de Houston, mais moi, ce qu'ils m'ont montré contre OKC, sans lui, c'est qu'ils ont des joueurs qui peut-être, ça rentre dans ce système de la bulle où il n'y a pas le déplacement extérieur et la pression du public. Il n'y a pas la pression des spectateurs qui ont là. Il y a beaucoup de joueurs qui kiffent, en tout cas pas qui kiffent, mais qui sont bien dans cette bulle parce que, à part les cris de leur banc pour les supporter, ils n'ont pas la pression environnante du public. C'est des atmosphères qui perturbent des gens qui ne sont pas prêts mentalement. Hein. Il y a des gars qui sont comme LeBron disait, et que les tireurs de Houston s'en sortent à peu près pour le moment. Parce que le problème, c'est qu'ils vivent et meurent par les tirs à 3 points. Mais pour l'instant, ça tient. Même s'ils ont lâché 2 matchs. Mais je pense que les 2 matchs qu'ils ont lâchés, c'est que ça ne pouvait pas tenir toute une série. On l'a dit la semaine dernière, ils n'allaient pas faire toute une série avec le pourcentage d'adresse qu'ils ont eu dans le Game 1 et Game 2. Maintenant, il leur manque quoi? Leur dynamiteur qui, lui, n'a pas besoin de tir à 3 points. C'est Russell Westbrook qui, quand il attaque ce cercle, il provoque par match moins 20 points. L'energizer. C'est le mec, c'est l'énergie. C'est le... Harden, mais Harden ne va pas pénétrer tout le temps comme Westbrook parce que Harden, lui, va faire son step back. Mais Westbrook va distribuer la balle. Il a besoin de pénétrer, de ressortir la balle. Voilà, mais Westbrook, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand je vois des mecs à droit comme ça, comme ils ont actuellement, avec Russell Westbrook, ça va être comment? Parce que lui, son truc, c'est je pénètre, je bats mon joueur, tu viens aider, je ressors sur un tireur à 3. C'est tout ce qu'il fait toute la saison. Et je pense que le peu de temps qu'ils l'ont activé pour créer du spacing, ils l'ont limité. Ça a l'air d'aller. Au prochain match, il va jouer un peu plus de matchs. C'est ce qui m'inquiète pour OKC parce que juste la présence de Westbrook pendant 20 minutes, même que la moitié du match, peut faire la différence de quelques points au final. Ça, c'est sûr. Est-ce que OKC aussi, parce qu'on a vu Gallinari, je ne sais pas, il a une blessure il y a 2 games, mais depuis, il est méconnaissable. Mais en même temps, Shai Gilgeous avait repris le relais au niveau points, mais hier, c'était une catastrophe. Je me demande maintenant si ils vont se ressaisir. C'est pour ça que je dis que c'est dur à analyser parce que OKC, la performance d'hier nous a tellement surpris de la part de 2 de leurs leaders, Shai et Gallinari.
que est-ce qu'au prochain match, ils vont se rattraper? Je n'en sais rien. On sait que Schroeder les a portés. Peut-être qu'avec Schroeder, ils allaient tenir dans le quatrième carton un petit peu. On va voir. Je pense que Houston va vouloir plier ça demain pour aller voir les Lakers dès mercredi et commencer une demi-finale de conférence qui s'annonce, qu'on veut tous. On va pas. En tout cas, c'est ce qu'on attend. Ça, c'est sûr. On a clairement envie de voir ces Lakers affronter les Rockets de Houston, même si ça fait pas de mal de voir le Thunder, mais c'est clairement le favori à ce niveau-là, c'est clairement les Rockets déjà, même au niveau des fans. Allez les amis, enchaînons, on va enchaîner avec ce match. Ce match, le Doc va garder la main, puis ici va clôturer cette partie. On arrive sur la fin du talk show. On va parler de cette défaite des Raptors de Toronto dans ce Game 1, dans ce deuxième tour, demi-finale de conférence de la 2002, demi-finale conférence Est-Est. Les Raptors qui perdent face aux Celtics de Boston sur un score important. Je l'avais là devant les voilà, 112-94. Les Celtics qui ont maîtrisé leur sujet avec un excellent Kemba Walker MVP de ce match avec 18 points, 3 rebonds, 10 passes décisives. En face, c'était Kyle Lowry, 17 points, 6 rebonds, 8 passes, qui était le meilleur joueur de cette équipe. On va attaquer, bien entendu, les stats. On va donner notre avis sur cette rencontre, mais on va écouter d'abord Mike Laviol. Vous savez, Mike Laviol, notre partenaire express de l'Express Canada, qui a interviewé Serge Ibaka il y a 40 minutes. Voilà, je vois sur son Twitter là, Mike Laviol qui a interviewé Serge Ibaka il y a 40 minutes après la défaite. On va écouter quelques extraits. On va écouter Mike Laviol. L'interview est en français, parce que c'est une occasion, lorsqu'on peut avoir des joueurs s'exprimant en français, on en profite. On rappelle que les Raptors ont perdu ce match. On va écouter Serge Ibaka, interviewé par notre partenaire Mike Laviol. Et ensuite, on va enchaîner avec la suite de l'émission. Alors, laissez-moi juste le temps de positionner les éléments et on va écouter ça ensemble. On va écouter ça. Final question is going to Mike from Express in Toronto. Bonjour Serge, je voulais te demander, tu l'as dit, les deux équipes étaient dans la même situation, vous avez tous vécu la même chose cette semaine. Vous entendez bien, non? Oui. On entend. Parce que je vérifiais le son, la diffusion du son pendant qu'on écoute Mike Laviol qui interview donc Serge Ibaka après la défaite dans le Game 1 face aux Celtics de Boston dans ce deuxième tour. On écoute Mike Laviol et Serge Ibaka. Et je voulais quand même savoir à quel point c'était difficile et quel impact pour toi ça a eu quand même sur le match, tout ce qui s'est passé avant. Comme je l'ai dit, dans toutes les deux équipes, on a vécu les mêmes moments, les difficultés moments ensemble, et c'est normal, non? C'est normal que mentalement, c'est pas facile, mais bon, on peut pas être ici là pour dire que nous, ça nous affecte plus que tu vois, les deux équipes, on était là et ce soir on est venu et ils ont joué plus dur que nous. Donc on doit essayer de voir qu'est-ce qu'on a fait mal ce soir pour le prochain match, pour améliorer. Justement, pour le prochain match, est-ce que tu retiens quand même des choses positives que vous pourrez utiliser pour le prochain match que vous avez fait ce soir? Et quels sont pour toi les plus gros changements à effectuer? Positif, pas vraiment, parce qu'on a très mal joué comme équipe et ils ont bien joué comme équipe. Ce que je retiens pour ce soir, c'est qu'on doit jouer un peu plus encore dur en défense et en attaque, quoi. Parfait, merci beaucoup Serge. Voilà, je remets Je nous reconnecte, les amis. Je pense que vous avez pu entendre quelques extraits de le doc. Tu as entendu, Serge Ibaka? On l'a très bien entendu.
Super, je suis content que vous l'ayez bien entendu parce que je n'étais pas certain que le son soit Non, clair non, le son était clair à sur votre nos niveau. oreilles. Alors, vous l'avez entendu, hein, Serge Ibaka qui ne retient rien de positif dans ce match. Logiquement, il dit voilà, on a été très très mauvais, il faut qu'on améliore, qu'on soit plus performant pour le prochain match. Revenons donc sur les stats. Je vous donne les stats rapidement avant que vous réagissiez. On va commencer par le doc et ensuite Missy. Donc, je reviens sur les statistiques. J'ai commencé bien entendu par préciser que c'était le MVP. J'ai cité Kemba Walker. Attendez, je suis encore sur mes notes là. Voilà, Kemba Walker, 18 points, 10 passes pour Kemba Walker, 3 rebonds, une interception, plus 25 en plus-minus. Kemba Walker qui a eu le plus Kemba Walker qui, avec Marcus Smart, avait les deux plus hautes notes en plus-minus de ce match. Marcus Smart a été très très fort dans ce game avec plus 27 en plus-minus, avec 21 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, une interception en 30 minutes de temps de jeu. Jaylen Brown, c'était 17 points, plus 10 en plus-minus, 5 rebonds, 4 passes décisives. Jason Tatum, 21 points, plus 11 en plus-minus, avec 9 rebonds, 2 passes, une interception. Sur ce game, l'intégralité de l'équipe était en plus-minus positif et ils avaient plus 10 pour le 5 majeur. Pour le 5 majeur des Celtics de Boston. Du côté des Raptors, c'est véritablement une véritable souffrance dans ce match. On rappelle un premier carton 39-23 pour les Celtics de Boston qui avaient déjà l'avance sur ce match. Et puis les Raptors ont tenté de remonter la pente, mais le deuxième carton était toujours en maîtrise du côté des Celtics avec un score de 20 contre 19 pour les Raptors de Toronto. Troisième carton, 29-31. C'est dans le troisième carton que les Raptors ont levé un petit peu la tête et qu'ils ont tenté de revenir au score. Mais les Celtics ont bien maîtrisé ce match. Quatrième carton, 24 pour les Celtics, 21 pour les Raptors, 112 pour les Celtics de Boston dans le score final, 94 pour les Raptors de Toronto. Une équipe de Raptors qui ont véritablement été maîtrisés. Il faut le dire, ça c'est le mot que je veux marquer de mon empreinte ce soir. Ils ont été maîtrisés. Moins 28 pour Fred VanVleet, qui a eu la plus mauvaise note en plus-minus de cette rencontre. Moins 28 en plus-minus pour Fred VanVleet. Il était à 11 points. 4 rebonds, 8 passes décisives, 6 interceptions. Le Camerounais Pascal Siakam, moins 20 dans cette série de mauvaises nuits. Je crois qu'ils vont tous 13 points. Voilà, ils ont eu 13 points, 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions. Moins 21 pour OG Anunoby avec 12 points, 7 rebonds. Moins 18 pour Marc Gasol, 7 points, 6 rebonds, 2 passes. Moins 5 pour Kyle Lowry avec 17 points, 8 passes, 6 rebonds. Une interception du côté du banc. On voit pas ce qu'on va retenir du banc. Serge Ibaka, voilà, 26 minutes, vous l'avez entendu tout à l'heure, Serge Ibaka était à 4 sur 10 au tir, 3 sur 7 à 3 points. Ça fait mal quand on voit ce type de note. 4 sur 4 au lancer franc. C'est pas un tireur à 3 points. Il aurait pas dû prendre peut-être autant de tirs parce que Serge Ibaka, il a balancé plein de briques. Il est à moins 10 en plus-minus avec 15 points, 9 rebonds, une passe décisive. Donc voilà un peu un match maîtrisé par les Celtics de bout en bout. Il n'y a que dans le troisième quart-temps que les Raptors ont tenté de se rebeller, mais les Celtics étaient tout en maîtrise. Le doc, tu as entendu Serge Ibaka, il n'y a rien à retenir de positif dans ce match. Ils vont tenter de corriger, d'être plus agressifs déjà. Je crois que au niveau de l'énergie, c'est quelque chose que Serge Ibaka a dit. Ils étaient plus étaient plus agressifs que nous dans ce game 1. Qu'est-ce qui peut expliquer ce manque d'agressivité, ce manque d'énergie de la part des Raptors? On les a connus plus énergiques. Voilà, on va garder le mot énergie. Et puis voilà, c'était pas le cas pour ce game 1. Commençons par le doc et après Missy. Le doc, qu'est-ce que tu peux dire sur ce game 1? Ouais, on va essayer de mettre ça sur la petite coupure, parce que c'était incompréhensible. D'habitude, on sait que quand quelqu'un comme Siakam, lui, il est bercé par sa réussite, son mental suit sa réussite. Il y en a qui, comme Kyle Lowry, même quand il n'est pas en réussite, tu sens que mentalement, c'est des mecs qui apportent énormément à cette équipe. Ou bien Marc Gasol, qui, lui, n'a pas besoin de marquer. Mais on sait au moins que des joueurs clés comme Siakam,
parfois, sa tête se baisse et son mental s'effrite quand il n'est pas en réussite, comme aujourd'hui. Mais la force de ces Raptors, c'est que quand il y a un joueur qui n'est pas en réussite, il y a toujours eu des mecs pour le le relais. porter, pour prendre le relais derrière. Et que aujourd'hui, ils n'ont presque jamais trouvé. C'est Ibaka qui a fait cette interview, qui est sorti du banc pour essayer de les porter. Mais d'habitude, quand Ibaka porte, il porte avec Van Vliet. Il porte vraiment avec Van Vliet, qui avant sortait du banc, hein, et m'avait l'air très efficace en sortie de banc. Je sais pas. Moi, de mon avis, Van Vliet pourrait faire une carrière à la Ginobili avec une certaine Je suis réussite d'accord avec toi. de banc. Tu continues, donc, tu continues sur ta lancée, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça. C'est pas que je trouve ça étrange, mais je le sens mieux en sortie de banc, Fred VanVleet. C'était pour t'accompagner, Effectivement. Doc NP. Vas-y. Effectivement, Van Vliet est dans la lignée un peu là-bas, dans ce collectif, comme je vois Schroeder faire à OKC. Je ne dis pas que Schroeder ne peut pas être titulaire, il devrait être titulaire quelque part, mais euh, dans ce type de collectif, Van Vliet, qui m'a l'air d'être parti pour être longtemps dans cette équipe, je l'espère pour lui, parce que c'est une équipe qui lui Il a le fait confiance. mérite. Et oui, il lui a fait confiance. L'équipe lui a fait confiance et il leur a apporté tellement. Et bon, dans le 5, il fait aussi son boulot, mais j'ai l'impression que le rythme, souvent, les mecs qui sortent du banc ont cette lucidité de voir ce qui se passe avant de rentrer pour apporter quelque chose. Alors que le mec qui commence sur le terrain et qui s'effrite, on dirait qu'il n'a plus la lucidité, une fois sorti, d'étudier le jeu et de revenir, ou bien de se ressaisir. Maintenant, ça arrive rarement. Je vais vous dire, ce qui leur est arrivé, ça arrive rarement. Mais attention, je dis bien, on peut faire confiance à Moi, Toronto pour... j'aurais aimé voir un Serge Ibaka dans le 5 quand même. Pourquoi est-ce qu'on Effectivement, met pas pourquoi est-ce que Serge Ibaka est mis sur le banc en lieu et place de Onyeka Anunoby ou alors Marc Gasol? Moi, la force de Serge Ibaka et de Pascal Siakam, c'était des choses qui leur permettaient d'être, en tout cas l'année dernière, hein, en défense notamment, hein, parce que je parle de la défense et du rebond. Lorsque Pascal Siakam et Serge Ibaka sont sur le parquet, ça leur apporte beaucoup. Et là, Serge Ibaka est le meilleur rebondeur. Là, je vois les chiffres là. C'est Serge Ibaka, le meilleur rebondeur de cette équipe, en sortie du banc avec 9 rebonds, 8 rebonds défensifs et un seul rebond offensif. Donc, ils ont été bouffés à l'intérieur. Hein, du coup, les Raptors de Toronto ont été complètement bouffés et je pense qu'ils auraient pu. Daniel Theis, il a pris plus de 15 rebonds. Il les a bouffés. Hein. Il les a bouffés, il les a complètement bouffés à l'intérieur. Pascal Siakam a été très hésitant, je trouve. Il a été Missy en a parlé. J'ai pas vu le début de match, mais Missy en a parlé. Il a été bien handicapé par les fautes. Et Pascal Siakam, il était à 0 sur 3 à 3 points. Ça marque beaucoup d'hésitation de la part du Camerounais. Onyeka Anunoby, voilà. Vas-y, Doc NP, je te coupe pas. Il va se passer un truc dans cette série, comme tu disais. Le problème, moi-même, j'ai vu dans la saison, grâce ou à cause des blessures, on ne dit jamais grâce à des blessures, mais comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, on a pu voir que Ibaka a tourné à plus de 24-25 points quand il a été titulaire. Hein, et il apportait énormément. Quand Gasol était blessé, il y a même eu des moments où il était qu'avec Kyle Lowry comme les stars de l'équipe et ils ont gagné plusieurs matchs. Et je me suis toujours demandé, après c'est peut-être un choix de rentrer, comme je le disais, il y a des mecs qui sont forts quand ils rentrent, mais lui en titulaire, il a apporté énormément et en poste 5. Bien sûr. Parce que avec ses 2,06 ou 0,7, il a cette force physique de pouvoir matcher contre des mecs bien plus costauds. Et en sachant que Boston n'a pas aussi à l'intérieur un 2,20 m. C'est-à-dire, pour moi, Theis, physiquement, il peut matcher avec Theis. Surtout que Boston joue avec le 4. Le 4 de Boston dans le 5, c'est Jason Tatum. Hein. Ils commencent avec toutes leurs stars. Et maintenant, ils ont fait rentrer Marcus Smart. Vu que l'autre n'est pas... vu que Gordon Hayward est blessé. Donc, c'est pour vous dire qu'ils font carrément du Kemba, du Smart, du Jalen Brown et du Tatum. Qui, en taille, peut faire que l'autre ait peur, Ibaka. Donc, après, c'est une décision peut-être du coach, je n'en sais rien, mais c'est vrai que je te suis sur ça. Je pense que c'est un parti pris du coach. Ouais. Je suis sur ça.
Mais ils doivent faire gaffe parce que dans cette série, précisément, Gasol, vu les gars en face qui jouent en rapidité, Gasol, pour moi, ce n'est pas comme s'ils ont en face un Brook Lopez ou bien un Giannis qui va venir rentrer en force ou ils ont besoin d'un Gasol pour provoquer quoi que tout le monde s'est déjà provoqué là-bas. Ils ont des mecs véloces où, comme Toronto a des grands défenseurs, homme à homme, attention, en face, ils ont des talents purs et des talents purs du 1 contre 1. Ils ont des talents purs. Comme je le disais, Boston, c'est une machine. Quand on parlait des Sixers, Boston, c'est une machine à broyer. C'est une machine qui physiquement tient le rythme pendant 47 minutes. Quand ils perdent, c'est de leur faute. Et c'était leur faute de la jeunesse. Vous vous rappelez, l'année dernière, ils se sont fait remonter. Quand ils menaient souvent de 20, ils ont réussi à perdre des matchs. C'était mis sur leur jeunesse. Ils ont gagné 1 an. Tatum n'est plus Tatum qu'on voyait là. Jason Tatum, à la mi-temps, il est à 7 points. Il finit le match avec 21 en deuxième mi-temps. Et ça arrive tout le temps. Quand il passe la 4e vitesse, au début, tu as l'impression qu'il n'est pas dedans. Parce qu'il permet à tout le monde de rentrer dans le match. C'est une équipe qui peut finir la rencontre avec 4 joueurs à plus de 20 points. Et très souvent, ils font. Quand il y a Gordon Hayward, même, il arrive. Et Kemba a laissé ses mecs jouer pendant un bon moment. Kemba accélère depuis 3 matchs. Kemba a décidé d'accélérer pour éliminer les Sixers. Il a laissé les autres jouer. Il s'est inscrit dans cette... il est arrivé pas comme une star, pourtant c'est le mieux payé. Il est venu comme la star payée, mais il est arrivé, il s'est mélangé au collectif. Il a laissé Tatum devenir All-Star et devenir star de cette équipe. Jaylen Brown prendre de la confiance. Mais aujourd'hui, on a vu que Smart, dans le 5, peut mettre plus de 20 points. C'est Smart qui porte l'équipe au point. Donc, l'âme de cette équipe. Au final, Toronto doit bien faire gaffe parce que ils ont Anunoby en tête à tête, mais Anunoby peut juste limiter Tatum. Ça, c'est déjà bien. Mais si Siakam prend des fautes quand tu l'envoies, et Anunoby ne pourra même pas rester sur Tatum parce qu'ils ne vont pas laisser Siakam constamment aller au mastic sur Jaylen Brown qui attaque énormément le sac et qui donne des fautes, ou bien dans des switches défensifs. Ils vont mettre tout le temps un joueur de Toronto en problème de faute. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est Siakam, mais tout le monde, chacun va prendre. Parce qu'en face, Boston, je le dis, ils doivent faire gaffe. Toronto ne doit pas être mené 2-0. Qu'ils hésitent à être menés 2-0 dans cette série. Parce que ça va être très dur. Hein. J'ai l'impression... tu me diras ce que tu en penses, donc après on va faire la passe à Missy. J'ai l'impression que Nick Nurse, il avait une certitude par rapport au duel que les ailiers allaient montrer sur le terrain. Je pense qu'il voyait plus je pense qu'il a l'impression que le match allait plus se jouer au niveau du duel des ailiers. Hein. Je pense à Jason Tatum face à Anunoby ou encore Pascal Siakam face à Jaylen Brown. Et vraisemblablement, il s'est trompé parce que c'est à l'intérieur que s'est joué l'impact de la dominance de ce match, puisqu'on voit Daniel Theis, il est à 15 rebonds. Tatum en poste 4, de temps en temps, il est à 9 rebonds. Donc, ils se sont fait bouffer à l'intérieur. C'est même pas au niveau de l'adresse que les choses se sont véritablement faites. Je pense que Nick Nurse avait cette certitude avec cette défense. Et comme tu l'as eu, Pascal Siakam, il a pris des fautes très rapidement, donc c'était un peu compliqué. Peut-être qu'il aurait pu jeter Chris Boucher. Il y a Chris Boucher qui est là. Hein. Chris Boucher qui a eu 4 minutes de temps de jeu dans ce match. Il est large, il n'a eu que 4 minutes. Il n'a eu que 4 minutes. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Chris Boucher n'a que 4 minutes alors qu'on a Pascal Siakam qui prend rapidement des fautes. Chris Boucher aurait pu avoir un peu plus de temps de jeu pour perturber un petit peu ces Celtics, notamment au niveau de la défense. Norman Powell, il a eu 27 minutes, c'est normal, mais il n'a pas été suffisamment efficace. Il était à moins 5 en plus-minus pour 10 points. Il n'est pas efficace du tout. C'est compliqué. Le doc, une dernière... Le doc après Missy. Vas-y, le doc. Termine après la personne. En fait, pour revenir à ce que je disais, ou pour dire ce que toi tu disais, il n'a pas tort en soi, Nick Nurse, parce que athlétiquement, il a de quoi tenir avec Siakam et Anunoby. Mais aujourd'hui, Boston a été plus fort que ça, parce que comme tu dis, il y a eu des fautes techniques, il y a eu des fautes collectives, il y a eu des fautes personnelles, mais c'est que je dis dans la suite, il doit bien faire gaffe parce que
là, il a en face un small ball à la Warriors. Les Warriors, c'était un small ball, mais c'était souvent Looney qui était seul. C'est KD qui jouait en 4. Donc, on se retrouve dans un genre de configuration où ça va très vite. Ils n'ont pas en face d'eux des mecs qui ne sont pas véloces. Quand tu as des mecs qui ne sont pas véloces, tu as un seul. Ça va, mais ils ont 4 mecs très véloces. Et à un moment donné, donc ça veut dire que tes défenseurs doivent être en alerte tout le temps sur chaque possession. Sur chaque possession, il n'y a pas de repos. Parce que tout joueur de Boston, offensivement, peut aller faire la différence. Donc, est-ce que c'est un gamble qui va marcher la prochaine fois? Je pense que ça peut marcher, mais et que je ne pense pas que Van Vliet, surtout que la défense extérieure de Boston n'est pas forte. Tu ne peux pas demander à Kemba Walker et à Jaylen Brown d'être gros défenseurs et en même temps attaquer. Ils ont besoin de leurs points. Donc, c'est là où ils doivent les attaquer. Normalement, je pense que Van Vliet va le comprendre. Van Vliet ne rate jamais 2 matchs. Je pense en tout cas que Van Vliet, lui, Kyle Lowry s'est débrouillé, il vient d'une blessure, mais il s'est pas mal débrouillé. Je pense que les deux là vont commencer à attaquer, eux au moins, pour déjà que Kemba Walker n'ait plus cette énergie offensive, parce que Marcus Smart va s'occuper aussi de ce cas. Donc, plutôt, excusez-moi, ils vont faire en sorte que Marcus Smart travaille, mais que Kemba Walker soit vraiment dans des problèmes. Maintenant, attention à Boston, moi je dis attention à Toronto, 2-0 interdit à mon sens. Ah, ça c'est sûr. Missy, vas-y, Missy Missy toute joyeuse là avec cette victoire. Normal. Comment tu réagis, Missy? Les certitudes des Celtics, Missy. C'est sur ça qu'on t'attend. Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé de Norman Powell. Mais tu viens de me faire observer quelque chose qui est passé totalement inaperçu. Je ne savais même pas que Norman Powell avait joué. Tu vois, pourtant, j'ai vu tout ce match. Et pourtant, j'ai vu tout ce match. Je n'ai même pas le souvenir que Norman Powell était dans le match. Tu m'as pris 27 minutes. Ça en dit long pour ça. Ça en dit long. C'est clair. Là où on dit bien, les Celtics sont autant de titres. Les Celtics, dans les playoffs, c'est toujours les équipes imprévisibles. Vous devez venir voir votre adversaire et lui servir le plat épicé. Parce que vous devez à chaque fois sortir de votre chapeau la surprise. Ce que vous allez faire sur quelqu'un, il ne faut jamais qu'il se doute. Et puis, tu as vu, Simon, ils ont ramené le petit William là, qui a été très bon d'ailleurs. Le problème qu'ils ont avec les Celtics, c'est que vous ne savez pas qui va vous agresser. L'agression sur vous, elle est permanente. Si ce n'est pas Jaylen Brown qui vous agresse, c'est Tatum qui vous agresse. Parce que quand Tatum vient mettre le petit whoop là sur vous, il vient en puissance et il vient montrer les muscles. Quand Marcus Smart vient chipper un ballon, il fait une interception. Marcus Smart, il a failli finir dans les décors là-bas. Mais ça dit à quel point la force de cette équipe est là. Autre chose, on va féliciter Kemba Walker, qui a quand même fait son premier double-double dans un match de playoff. Kemba Walker rayonne. Je vais te donner les chiffres rapidement. 18 points pour Kemba Walker, 10 passes, 3 rebonds, 18 points, 10 passes, une interception et 3 rebonds pour Kemba Walker avec plus 25 en plus-minus. Vas-y, Missy. Oui, pourquoi Kemba Walker rayonne? Parce qu'il a longtemps été dans cette équipe des Hornets qui n'allait pratiquement jamais en playoff, où il fallait tout le temps qu'il en fasse plus. Là, il n'a pas besoin de faire plus. Ses coéquipiers viennent faciliter le travail. Ce qui a perdu les Raptors, c'est quand vous défendez sur quelqu'un, restez droit, debout, faites-lui face. Ne recourez pas à la faute pour défendre sur quelqu'un. Moi-même, j'ai attiré l'attention sur ça. Siakam a été mauvais parce que quand vous êtes sur un banc, vous ne jouez pas, c'est dramatique. Il a pris 3 fautes en moins de 10 minutes. Vous ne pouvez pas. Ouais. Et à un moment, Nick Nurse ne la passe.
à un moment donné, quand il prend une faute, laissez même le temps qu'il sorte un peu. Les Marc Gasol, tout ce monde-là est parti à la faute. Les Celtics sont venus fermer la raquette. Alors, ils les ont obligés à prendre les tirs en périphérie, mais toujours mal placés. Ça ne tombait pas dedans. Quand votre adversaire prend les tirs qui ne tombent pas dedans, vous n'avez même pas besoin de faire la faute sur lui. Vous avez besoin de le faire paraître dans les positions inconfortables pour que ça ne tombe pas dedans. C'est ce que les Celtics ont maîtrisé, ils ont très très bien fait. Les Celtics sont une équipe caméléon. Vous ne voyez pas d'où vient le danger. Ils ont surtout une chose qu'on ne dit pas assez, c'est ce bon vieux Brad Stevens qui sort en sortie de temps mort et d'autres, il va toujours vous sortir le bon système. Ils vont vous allier. Et la chance qu'a cette équipe, les Celtics qu'on voyait l'année dernière, bon, il y avait des problèmes avec Kyrie, il y avait beaucoup d'histoires, les gens n'étaient pas en marche. Mais une chose dont les Celtics sont en train de profiter, c'est l'aventure qu'ils ont fait l'année dernière, même s'ils ont perdu en quart de finale, c'est la fameuse aventure avec Team USA. Vous vous souvenez de Team USA? Ils ont perdu contre les Français, mais ça les a beaucoup soudés. Dans cette équipe de Team USA, il y avait Smart, il y avait Tetoun, il y avait, je crois, Jelen aussi et tout ça. Ils sont partis à Team USA. Eh bien, un été studieux, vous avez toujours les retombées. Même si la défaite a été là, mais ils ont les retombées du fait qu'ils s'entendent parfaitement bien. L'avantage qu'ils ont, c'est que ils font sur un terrain des choses différentes. Et puis, parlons de ce Marcus Smart. Smart, voilà. C'est le jour où vous entreprendrez un combat, le combattant ultime, le warrior, c'est ça. Vous l'amenez parce que ce gamin-là, il se fatigue jamais, il vient laisser tout son âme et donner tout ce qu'il a sur un terrain. Maintenant, je crois que pour vraiment que les Raptors procèdent aux ajustements et fassent reset du fait que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, il ne faut pas qu'ils plaisantent avec cette équipe des Celtics qui, elle, ne va plaisanter avec personne. Cette équipe-là, voilà, elle est capable au bout. Maintenant, ce qu'il y a là où les... Donc, bon. Allô? Oui, Missy, vas-y, on t'entend. Vas-y. Oui. Vas-y. Vas-y vers la conclusion, on enchaîne, on est vers la fin de l'émission. Là où les Celtics sont très très beaux, c'est que c'est une équipe qui est méthodique. Donc, pour déboulonner les Celtics, il faut venir avec la méthode. Si vous n'avez pas la méthode, vous êtes perdu. C'est une équipe qui vous perd à cause de ça. Parce que dans cette équipe, un coup, vous allez voir un très bon Daniel Tice, un coup, c'est quelqu'un. Ils savent, en fait, c'est eux, vous voulez, ils sont une équipe qui prennent les relais les uns à la suite des autres. Donc, pendant 4 temps, ils vont prendre 4 relais. C'est ça. Pendant que vous avez du mal à prendre même un, c'est les courses de relayeurs. Et puis c'est juste le poids qu'a pris Jalen Brown et Jason Tatum. Rendez-vous compte, c'est l'une des meilleures paires de jeunes des Celtics. Les Celtics n'ont jamais vu 2 joueurs aussi jeunes être aussi bons dans leur équipe. Ça fait très très longtemps. Depuis très très longtemps, on est en train de parler d'eux. Ils sont là dans le combat, mais pour autant, ils sont dans cette bulle pour faire autre chose. On va enchaîner. Voilà.
On va enchaîner on va aller vers la conclusion de ce talk show. Voilà, pour Pascal Siakam, on va quand même, on va quand même mettre en évidence certains points sur lesquels il faut absolument qu'il s'améliore. On est dans Total Africa NBA. Pascal Siakam qui doit s'améliorer sur le plan offensif, hein, parce que c'est clair que c'était une catastrophe cette nuit. Pascal Siakam il était à 5 sur, il a réussi 5 de ses 16 tirs. 5 de ses 16 tentatives au tir, il était à 0 sur 3 à 3 points. Et les Raptors, il était globalement dans une très très mauvaise adresse, comme les Raptors globalement qui ont shooté à 37% dans ce match. On rappelle que Pascal Siakam sortait d'un premier tour très très intéressant avec 20 points de moyenne, 7 rebonds, 4 passes décisives dans le sweep réalisé face aux Nets de Brooklyn. Donc on attend un Pascal Siakam plus concentré. Il faut qu'il évite moins les fautes, hein, surtout en début de rencontre. Il faut qu'il soit un peu plus concentré pour le Game 2. On espère que ça va aller mieux. Et moi, j'attends véritablement que Nick Nurse remette Serge Ibaka dans le 5 de départ de cette équipe et qu'il le fasse un petit peu plus, qu'il jette un petit peu Chris Boucher à la gorge de ces Celtics de Boston. Chris Boucher qui peut faire des dégâts. 4 minutes, c'est très insuffisant. C'est très insuffisant, cher Nick Nurse. Il faut que tu essayes de revoir ça. Voilà. Le doc, les points améliorés pour le prochain match pour les Raptors et Missy aussi. Le doc, les points à améliorer pour le prochain match des Raptors dans le Game 2. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Moi, j'ai donné mon avis. Le doc. Oui, non, mais il faut juste avoir plus de réussite parce qu'ils ont manqué d'adresse. C'est impossible de voir Van Vliet avec ce pourcentage. Et que, donc, il y a deux cas. Soit l'adresse vient et tu es content et tu enchaînes et tout cool. Soit tu vas devoir être agressif pour attaquer, leur rentrer dedans quand tu es dos au mur. C'est ce qui se passe, c'est une réaction. Donc, ils ont vu que Boston a attaqué ce match tambour battant. Ils sont pas venus rigoler quand tu vois Jaylen Brown à 9 points en l'espace de 5 minutes. C'est pas normal, mais ça veut dire qu'il a l'envie et que je pense que c'est ce qui va se passer de l'autre côté. Pascal va devoir, qui est le plus véloce à l'aile, avec... moi, je te dis, je pense que Norman Powell devrait être dans le 5 en poste 2 et Van Vliet venir en sortie de banc. Parce qu'à un moment, il le faisait, ça. Mais Van Vliet était blessé en début de saison, mais il le faisait et Norman Powell... Il a un petit peu perdu ce statut-là, donc ce statut 5, malheureusement, ses performances ne parlent pas en sa faveur, Norman Powell, malheureusement. Non, dans la bulle, quand il a joué, Norman Powell a fait 2 performances au-dessus de 25 points ou de 24 points dans cette bulle. En fait, le problème, c'est que là, on le met, aujourd'hui, il a manqué comme beaucoup. C'est-à-dire qu'il a raté son match comme toute l'équipe. C'est la bonne nouvelle pour eux. Je ne pense pas que ça peut leur arriver 2 fois. Maintenant, je pense que la seule solution, c'est de continuer à essayer, mais d'être bien plus agressif. Et surtout défensivement. Parce que c'est leur force. C'est leur force. Aujourd'hui, rappelez-moi un peu le score final, parce que je n'ai même plus... Sans le score final, je l'ai donné tout à l'heure, je te le redonne. Donne-moi juste 1 minute. 112 pour les Celtics, 94 pour les Raptors de Toronto qui ont été maîtrisés tout au long de ce match. Il n'y a que dans le 3e quart-temps que les Raptors ont tenté de remonter au score 31 à 29. Dépasser les 20 points par moment. J'ai envie de rester sérieux. Il y a pratiquement personne qui dépasse déjà 20 points dans leur équipe, mais une équipe de play-off comme Toronto, un match de play-off, tu ne laisses pas l'adversaire mettre 112 points quand même. Ça part de là. Tu ne laisses pas l'adversaire mettre 112 points. Déjà, je trouvais anormal autrefois, et c'était un truc qui m'avait, pour le match, c'était débridé. Mais je trouvais anormal l'autre fois que Brooklyn leur met 122 points au dernier match, même si c'était à 150, ils ont mis, je trouvais anormal. Ils ont beaucoup dans un autre match, ils leur mettent 110, ils avaient rectifié une fois ou deux, en limitant Brooklyn à moins de 100 points.
Mais une équipe comme Toronto, si tu ne limites pas l'adversaire, c'est leur force. Donc, limite déjà l'adversaire à moins de 100 points et tu te donnes une chance. Donc, je pense que déjà, c'est là où ils vont essayer de voir, même si ce n'est pas facile, mais c'est impossible que Boston, qui n'est pas une petite foudre de guerre offensive à la base, mais que Boston, si vous regardez contre Philadelphie, Boston n'est pas allé très loin. Il n'y a qu'un seul match en 128. Mais les autres matchs qui gagnent au forfait. Boston, c'est une équipe qui gagne au forfait. Mais là, il n'y a qu'un seul joueur de Boston, deux joueurs qui atteignent 20 points, 21 points, 22 points, je ne sais pas. Et ils arrivent à mettre 100 points. C'est pas normal. En tout cas. Je pense que. Missy, je pose la question à Missy. Qu'est-ce que les Raptors doivent améliorer pour le prochain match, Missy? Allô? Oui. Missy, est-ce que tu es là? Vas-y, Oui, qu'est-ce que doivent améliorer les Raptors? C'est la manière dont vous attaquez quelqu'un qui doit être amélioré. Vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un de manière désordonnée sans la méthode. Il va falloir qu'ils arrêtent de recourir aux fautes. Ils arrêtent de recourir aux fautes. Et vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un avec la faute. Et puis, on a bien dit aux playoffs que les playoffs, c'est quoi? C'est limiter l'adversaire et marquer le point de plus que lui. C'est ça les playoffs. Vous n'avez rien d'autre à faire. Les sports bleus, il va falloir. Il faut qu'ils viennent arrêter les statistiques. Donc, il y a ce duo Jalen Brown et Tatum qui se battent de la même manière sur un terrain. Il faut venir placer quelqu'un sur l'un des deux. Il faut que l'un des deux disparaisse de vos yeux. En termes de statistiques, il faut le mettre couplé. Maintenant, les Gasol et autres, il va falloir qu'ils en fassent un peu plus. Effectivement, Gasol est quelqu'un qui prend beaucoup plus. Il va falloir qu'il soit mieux. Et puis Nick Nurse, il faut qu'il tire son chapeau la surprise. Un joueur, quelqu'un qu'on n'a encore vu, et il va absolument se faire violer. C'est bon. Ils vont devoir se faire violence. Vas-y, conclue et puis on enchaîne. On va clôturer l'émission. On arrive à la fin. Problème. Ça grésille un petit peu sur cette fin d'émission. Vas-y. Juste une chose, il y a peut-être le dernier match là de ce premier tour, c'est entre les Denver Nuggets qui arrivent là et Utah. On fera le point sur les autres équipes prochainement avec les Clippers aussi. On parlera des Clippers face aux Mavericks la semaine prochaine. Vas-y. On est arrivé à la fin de cette émission. J'ai du mal à t'entendre. Apparemment, il y a un petit souci avec ta connexion ou ma connexion, je ne sais plus. Est-ce que tu m'entends là? Vas-y. Oui, parle. Tu m'entends? Vas-y. Oui, je disais que dans cette série de Utah et Nuggets, c'est un match entre Mitchell et Murray. C'est ces deux joueurs qui monopolisent l'attention. Et après, il faut voir qui c'est qui affrontera les Clippers. Le passage est un petit peu plus flou, mais c'est pas grave. On arrive à la fin de l'émission, les amis. Total Africa NBA est à présent terminé et on va vous donner rendez-vous pour les prochains talk shows version longue sur le parquet de la radio. On va remercier le Doc NP qui était avec nous. Le Doc, merci d'avoir été connecté sur le parquet. C'était un plaisir. Merci. On se dit à la Tout le prochaine. monde. Merci Doc NP. Merci tout le monde. À la prochaine. Bon début de semaine à tout le monde. Voilà. Merci Missy d'avoir été connecté avec nous. C'était un plaisir avec la victoire des Celtics dans ce Game 1 pour le deuxième tour des playoffs. Merci à toi. On se dit à la prochaine sur les parquets de la radio avec toi bien entendu. Et vous savez, c'était Oncle Fui Basket pour animer ce talk show. Total Africa NBA. Je vous invite à rester connecté sur les parquets de la radio puisque nous aurons la quotidienne FM NBA dès 5h du matin pour faire le point sur les matchs qui se jouent, pour revenir sur les matchs qui se sont joués tout à l'heure puisqu'on a les Nuggets face au Jazz, mais s'il a dit tout à l'heure, on reviendra dans la quotidienne tout à l'heure à partir de 5h les amis et on enchaînera avec les émissions longues de la semaine. Ciao les amis, bye bye, passez une bonne semaine, ciao, bye bye les amis, bye bye.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.